Bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? Ça me fait plaisir d'être assise devant vous en ce vendredi 10 septembre, 8h30. Écoutez, on a toujours cette attitude-là ou cette valeur-là de commencer à l'heure nos activités. Donc, bienvenue tout le monde. Mélissa, merci d'animer le clavardage. Si vous avez envie de répondre à Mélissa à la question, là, votre nom, votre prénom, le secteur d'activité dans lequel votre entreprise œuvre, et aussi le premier mot qui vous vient en tête lorsqu'on parle de conseil de famille, ce serait vraiment intéressant de vous lire et de comprendre en fait ce qui vous anime par cette formulation-là du conseil de famille. Alors, je me présente, je suis Annie Veilleux, vice-présidente et associée d'Oria. On est une entreprise, évidemment, qui se consacre à la formation et à la vigie et à créer des espaces, en fait, d'apprentissage. Et c'est ce qu'on veut créer ce matin avec vous, un espace d'apprentissage en vous communiquant un peu de connaissances, puis aussi à travers des témoignages. Alors, on est très heureux et fébrile d'être là ce matin. On va passer 1h30 ensemble et je vais vous communiquer le déroulement sommaire de cette heure et demie de webinaire-là ensemble. Mais dans un premier temps, j'aimerais que mon associé rapidement vienne s'asseoir à côté de moi pour vous présenter Oria et puis faire un état des lieux sur la participation en ce moment à notre webinaire. Alors, elle se faufile. Nous sommes dans un petit siège et nous nous collons. Alors, bonjour, bon vendredi matin à tous et à toutes. En fait, on ne vous voit pas, mais on vous sent. Alors, merci Annie pour la belle introduction. Il y a certains d'entre vous derrière l'écran qui ont très peu entendu parler du conseil de famille ou en tout cas pas du tout peut-être. Puis vous êtes là pour apprendre le comment, le pourquoi, puis surtout valider si vous en avez besoin dans votre famille. Puis certains d'entre vous avaient un conseil de famille, mais ce qui vous mobilise avec nous ce matin, c'est d'écouter des histoires vécues. Puis d'autres, en fait, autour de l'écran, sont des gens qui veulent ajouter cette pratique-là, donc d'accompagner en conseil de famille à leur pratique professionnelle. Puis il y a aussi d'autres personnes autour de l'écran qui accompagnent des conseils de famille depuis plusieurs années, puis qui sont là parce que ce qui les motive, c'est de rester connectés puis d'écouter différents points de vue. Donc, avec nous ce matin. Donc, pour tous et toutes, en fait, c'est la vocation pour votre famille en affaires ou pour les familles en affaires et votre curiosité qui vous amène avec nous ce matin. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus dans cet espace. Écoutez, on a vérifié les inscriptions, les intérêts. On est 100 personnes à avoir levé la main autour de cette conversation-là. Évidemment, dans les 100 personnes, il y a des gens qui sont professionnels de la pratique, il y a des membres de familles en affaires, quelques partenaires du milieu. Donc, on a même des gens du collectif Oria aussi qui sont connectés avec nous, donc que je salue chaleureusement. Et puis, on a des familles qui sont réunies autour d'un même écran, même. Donc, un participant, mais plusieurs membres autour. Donc, ça fait une forme de rencontre familiale aussi pour vous. Donc, on est évidemment bien heureuse de cela. Et, en fin de compte, c'est ce que j'appelle un mouvement. C'est vraiment de créer du mouvement, c'est de créer un mouvement. Et c'est vraiment ce qui est à l'origine de la naissance du projet Oria il y a quelques années. Annie l'a dit, c'est une entreprise qui crée des espaces d'accompagnement, des espaces d'apprentissage qui sont privés, qui sont sur mesure et qui sont faits pour l'enrichissement des familles entrepreneuriales et des professionnels, en fait, de la pratique. Donc, nos espaces amènent plus de notions, plus de connexions et plus de conversations aussi. Et la majorité de nos espaces qui sont des ateliers, des parcours de perfectionnement ou des programmes premium parlent de gouvernance familiale, donc qui est directement en lien aussi avec le sujet d'aujourd'hui qui est le conseil de famille. Donc, en résumé, chez Oria, bien,
Nous sommes guides en repreneuriat familial. Donc, orienter est un art. Le terrain du repreneuriat familial est vaste et c'est ce qu'on fait, en fait. Donc, être guide en repreneuriat familial. Puis Annie et moi, on est bien fiers de lancer le projet, de faire évoluer le projet avec plusieurs collaborateurs, collaboratrices au quotidien qui nous aident dans ça. Puis évidemment, j'en profite pour remercier l'équipe d'emblée de Famille en Affaires qui, encore cette année, est à nos côtés pour faire ce webinaire d'ouverture de saison. En fait, ça va peut-être devenir un rituel à chaque septembre, mais évidemment, comme partenaire privilégié, je vous remercie sincèrement. Puis je termine en vous disant que sur une note personnelle, la première fois où je me suis assise dans la grande table de conférence pour un conseil de famille avec ma propre famille en affaires, c'était un moment, malgré le fait que je suis guide professionnelle, que je vis des expériences avec les familles, que je vis des réflexions avec les professionnels, ça demeure un événement, un moment qui est excessivement fébrile, un peu inconfortable. On est passé au travers avec un ordre du jour beaucoup trop long, avec des essais et des erreurs dans notre conseil de famille. Puis je dois vous dire que, en sortant de là, je me suis dit, Moses, mais cet espace-là est extrêmement fragile et extrêmement puissant à la fois. Puis on ne peut pas l'improviser. Puis vous allez souvent m'entendre le dire, ça ne s'improvise pas. Donc, merci d'être là, puis de prendre soin de votre curiosité. Et je vous souhaite que vous repartez avec quelque chose d'utile pour vous au quotidien. Et puis, je souhaite aussi que ça vous aide à vous mettre en action pour aller chercher les ressources dont vous avez besoin dans votre cheminement. Alors, bienvenue dans notre espace. Merci. Merci pour cette belle introduction, Jessica. Alors, c'est moi qui animerai le webinaire pour la prochaine, en fait, jusqu'à la toute fin. Donc, ça a été votre seule et unique occasion de nous voir coller ensemble ce matin. J'espère que vous en avez profité. Écoutez, on est à distance, Jessica et moi, puis on s'organise avec les moyens du bord, puis ça fonctionne. C'est la magie du web, en fait, c'est la magie du virtuel, c'est d'être capable de s'organiser, puis d'être, malgré le fait qu'on est à distance, d'être ensemble. Alors, merci à tout le monde. Donc, comment ça va se passer dans les prochaines minutes et tout au long du webinaire? D'abord et avant tout, on va faire une première capsule, Catherine Bocage et moi. On va essayer de tenter de comprendre les malaises puis les motivations qui mènent en fait à la mise en place d'un conseil de famille. Et suite à cette première capsule-là, on va avoir un premier échange avec nos panélistes, Catherine Gendron et M. Norman Hébert. Une deuxième capsule avec Catherine où on va vraiment camper le rôle du conseil de famille, sa mission, énumérer avantages-bénéfices et puis une seconde discussion avec Catherine et M. Hébert à ce sujet-là. Il y aura une période de questions à la fin. Donc, ça sera une période de questions par clavardage. Alors, n'hésitez pas à indiquer vos questions, les écrire. Et puis, Mélissa, qui est au support technique, là, que vous voyez en ce moment, cette chère Mélissa va me relayer vos questions, en fait, au fur et à mesure qu'elles apparaîtront. Et puis, aussi, on conclura avec le lancement d'une prochaine activité en partenariat, encore une fois, avec Famille en Affaires. Donc, sans plus tarder, en fait, je vais vous présenter officiellement les gens qui se joignent à moi pour ce webinaire. Donc, Catherine Bocage, qui est directrice transfert et rayonnement chez Famille en Affaires et chargée de cours au département d'entrepreneuriat et d'innovation à HEC Montréal. Salut Catherine. Avant de joindre Famille en Affaires, Catherine était conseillère en management chez Cobum, un cabinet conseil en management. À ce titre, elle a accompagné plus d'une quarantaine d'entrepreneurs sur des enjeux stratégiques, organisationnels et opérationnels. Elle est co-autrice de 2 livres publiés par Famille en Affaires, donc le conseil de famille et le repreneuriat en équipe pour propulser son entreprise. Catherine est diplômée d'HEC Montréal et son mémoire, elle l'a rédigé sur le maintien de l'esprit entrepreneurial dans les entreprises familiales au fil des générations. Puis, elle est elle-même issue d'une famille en affaires, puis donc elle comprend bien les réalités puis le contexte des entreprises familiales. Alors, merci Catherine de te joindre à nous. Ensuite, je vous présente Catherine Gendron.
qui est membre active de la relève. Catherine, tu peux ouvrir ta caméra pour qu'on puisse te voir. Salut Catherine. Membre active de la relève de l'entreprise familiale, le groupe AGF. Catherine Gendron est entrée en poste en 2004 en tant que responsable des communications. Ses responsabilités ont évolué au même rythme que celui de l'entreprise, ce qui lui a permis de toucher à des projets d'une très grande variété. En 2020, elle a créé son rôle actuel et insufflé sa vision sur la façon de bonifier l'expérience globale de l'employé en y rattachant la valeur d'engagement social. Elle est donc chef, culture organisationnelle et chapeaute ainsi les ressources humaines, les communications, la fondation et le service de la paye au sein du groupe AGF. Communicative, articulée avec des aptitudes de résolution de problèmes, elle aime apprendre dans l'action et développer de nouvelles compétences. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir accepté de te joindre à nous pour ce webinaire. Et M. Hébert, Norman Hébert, président et chef de la direction de groupe Parc Avenue. Norman Hébert évolue depuis plus de 40 ans au sein de l'entreprise familiale fondée par son père en 1959. Dans son rôle au quotidien, il est responsable des orientations stratégiques et de la croissance du groupe à titre de président et chef de la direction depuis maintenant plus de 30 ans. Il siège actuellement au conseil d'administration d'Ad Energy, le leader nord-américain des solutions de rechange pour véhicules électriques. Il agit également à titre de coprésident du conseil d'administration de Bonjour Startup Montréal, dont la mission est de faciliter la création, la croissance et le rayonnement des startups de Montréal. Auparavant, il a notamment présidé le conseil d'administration de la Société des alcools du Québec et en 2010, il a coprésidé la campagne Centraide du Grand Montréal. Et de 2012 à 2020, il a été président du conseil d'administration de l'Université de Concordia. Il est impliqué dans l'industrie automobile depuis plus de 3 décennies et, entre autres, il a été à la tête du conseil des concessionnaires de plusieurs marques précurseurs. Et en 2017, M. Hébert a été reconnu à titre de membre de l'Ordre du Canada, l'une des plus hautes distinctions honorifiques au pays en raison du leadership qu'il exerce au sein du secteur automobile. Il est diplômé en administration des affaires de l'Université Concordia et il a aussi complété des études en droit civil à l'Université d'Ottawa. Monsieur Hébert, je me suis permis de couper un peu dans votre CV si j'espère que vous n'avez pas vu trop d'objections. Merci d'être avec nous, M. Hébert. En fait, M. Hébert, c'est beaucoup pour son intérêt à communiquer sa passion du conseil de famille et surtout les bénéfices et les avantages qu'il voit à cette structure-là. C'est pourquoi on l'a invité, puis il accepte toujours avec très grande générosité, puis s'il est libre, il fait partie de l'équation. Alors, merci beaucoup, M. Hébert, d'être là. Un plaisir. Donc, en fait, plongeons dans le vif du sujet. Je vais regarder mon temps. Vous le savez, ceux qui assistent à des webinaires que j'anime, normalement, j'essaie d'être assez cadrée dans le temps, puis je suis 3 minutes en retard, fait qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. En introduction de sujet, donc pour la capsule 1, avec Catherine Bocage d'abord, puis ensuite on invitera Catherine Gendron et M. Hébert à se joindre à nous. J'avais envie de mettre de l'avant un peu ce qui déclenche en fait cette volonté-là, ou en tout cas ce questionnement-là, à savoir peut-être qu'on aurait besoin de se parler autrement en famille, de se parler dans un cadre un petit peu plus organisé. Donc, qu'est-ce qui déclenche ça? C'est le sujet de la capsule 1. Donc, il y a évidemment une série de questions farfelues. Souvent, quand je fais cette introduction-là, j'ai 4 diapositives de questions, de drôles de questions. Je vous passe les 4 diapositives, mais je vais quand même vous en faire état de quelques-unes. Ça m'est déjà arrivé d'entendre, est-ce que nous, comme famille, on est prête à prêter notre immense beau terrain dans les Laurentides pour le mariage d'une nièce? C'est une question que certaines familles, que j'ai déjà entendue dans une famille. Aussi, comment je peux expliquer à mon enfant qu'il a besoin de plus d'expérience, de connaissances pour intégrer l'entreprise familiale? Comment je lui dis ça? Où je lui dis ça, quand je lui dis ça. Est-ce que la famille doit investir pour l'achat d'un équipement de production dans l'entreprise? Est-ce que c'est la famille qui devrait payer cet équipement-là et pas l'entreprise? Question.
Est-ce qu'on devrait prêter un de nos camions de livraison pour le déménagement d'un des membres de la famille? Personnellement, ça, c'est ma question à moi au sein de notre entreprise. Ça, c'est arrivé. Mon frère déménageait. Est-ce qu'on lui prête un camion de l'entreprise? Est-ce que la famille devrait payer une formation pour un neveu ou une nièce à l'école d'entrepreneurship de Beauce? Question. Où on discute de ces questions-là? Quand est-ce qu'on discute de ces questions-là? Ben, c'est ça la grande question. Alors, il y a aussi des peurs et des freins qui empêchent les gens de vouloir aller plus loin dans la formalisation d'un forum comme un conseil de famille. Par exemple, un chef d'entreprise a des peurs d'abord issues de sa propre introspection, de sa propre personne, puis c'est des peurs universelles, que tu sois chef d'entreprise ou pas, c'est des peurs qui peuvent t'habiter, comme la peur de l'inconnu. Souvent, il y a des gens qui, devant l'inconnu, figent. Donc, j'ai peur de ce qui pourrait arriver, je ne fais rien. La peur de la mort. Si je commence à parler de relève, de succession, ça veut dire que je vais mourir. Je suis en train de préparer ma mort. C'est la même peur, en fait, qui guide les gens à ne pas faire de testament. La peur de ne pas être aimé. Bien, ça se peut que si on met en place un forum pour se parler, qu'on se dise des choses, puis que je perde un peu d'amour, ou en tout cas que je sois moins considérée. Peut-être. La peur de la séparation et du divorce. Ça préoccupe certains couples, des couples en affaires ou pas, mais il est certain que ça, c'est préoccupant pour certains couples. Puis évidemment, la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, en fait, la peur de se tromper. Alors ça, c'est des peurs universelles qui amènent certaines personnes à ne pas agir. Il y a aussi toutes les peurs associées véritablement au transfert à la relève puis à la continuité, comme la peur de détruire l'harmonie familiale. Donc, si on commence à parler de ça, des conflits familiaux, il va falloir faire des choix, il va falloir communiquer. Alors, ça, c'est toutes les peurs associées à l'harmonie. Il y a les peurs associées à la sécurité financière aussi. Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour ma retraite? Est-ce que je vais devoir diminuer mon coût de vie? Donc, il y a toutes ces peurs-là. Il y a les peurs associées également à la transition. Donc, je vais perdre mon identité de chef. Les gens vont moins se référer à moi, vont plus se référer à ma relève. Qu'est-ce que je vais faire après? Ma vie, c'est le travail. Le travail, c'est ma vie. Qu'est-ce que je vais faire après? Puis il va peut-être falloir que je demande de l'aide. Ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis très confortable. Je n'ai jamais vraiment fait ça dans ma vie, demander de l'aide. Alors, ce sont toutes des peurs ou des éléments qui font en sorte peut-être que les gens ne se mettent pas en action. Puis à l'inverse, il y a des déclencheurs où là, les gens parfois n'ont pas le choix de se mettre en action, comme l'âge, la maladie, la fatigue, l'influence des pairs aussi. On le voit de plus en plus, les pairs qui influencent. La pression des repreneurs aussi. Donc, nos repreneurs qui mettent de la pression sur les chefs. Quand est-ce que je vais être intégrée? Quand est-ce que vous allez partir? Quand est-ce que je vais avoir des actions? Donc, toutes ces pressions-là. Il y a toute la notion d'équilibre entre équité et égalité aussi qui tracasse beaucoup les parents, les tensions familiales, puis etc. Donc, ce sont tous des éléments déclencheurs. Alors, une fois que j'ai mis la table, Catherine, je te demanderais, toi, de ton point de vue, tes premières réflexions, tes premiers constats sur les défis, les enjeux, les malaises par rapport à ce que toi, tu as vu, ce que tu as remarqué par rapport à ton point de vue. Merci. Merci, Annie. Toute qu'une introduction. Je pense qu'il y avait beaucoup de contenu là, dans les différentes peurs parce que c'est un axe qui est très intéressant là, à regarder. Moi, ce que j'aime dire souvent, c'est qu'en tant que famille en affaires, ça nous arrive souvent d'être en réunion au chalet, autour de la cuisine, puis de discuter informellement, puis de se dire « Ah, ça, c'est un sujet intéressant, il faudrait qu'on s'en reparle. Ah, ça, c'est important, on bookera une rencontre. » Puis finalement, ce moment d'échange-là arrive jamais ou il n'arrive pas au bon moment. Fait que si jamais ce mécanisme-là, vous le voyez apparaître relativement souvent dans votre famille en affaires, ça peut être un premier flag qui vous dit « Ah, ça serait peut-être le temps de soit mettre en place un conseil de famille ou simplement une première rencontre où on peut justement adresser ces différents sujets-là parce qu'en effet, c'est important de les traiter. »
Par le passé, j'ai beaucoup travaillé avec Denise Paris-Julien, que peut-être plusieurs d'entre vous le connaissez, qui est une des sommités en matière d'accompagnement pour les entreprises familiales. Puis elle utilisait souvent la formulation à savoir que beaucoup d'enjeux, de conflits, de pépins qui surviennent dans le contexte des entreprises familiales proviennent des conversations manquantes. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je présente beaucoup à mes clients quand je commence un projet, que ce soit un projet de relève, même non familial, là, parce que l'enjeu est aussi présent que simplement travailler avec des familles en affaires. Je pense que cet enjeu-là de conversation manquante est super important. Puis il faut se développer des forums, des environnements qui sont propices pour avoir ces fameuses conversations-là. Et je pense que c'est vraiment un des éléments super importants à garder en tête. Puis le conseil de famille est tout indiqué pour être un des forums pour pouvoir avoir ces fameuses conversations-là qui sont si importantes. En fait, ça me fait penser, Catherine, quand tu parles de conversations manquantes, là, dans ma pratique, dans la pratique que j'ai eue dans les 15 dernières années, puis peut-être que Catherine Gendron va reconnaître ce mot-là, là, mais tu sais, c'est des endroits où on discute de nos incomplets. Nous, on appelle ça des incomplets, des situations où les choses n'ont pas été réglées parce qu'elles n'ont pas été discutées. Alors ça teinte toute la conversation actuelle parce que le passé n'est pas réglé, parce qu'on n'a pas eu cette conversation-là finalement. Donc, conversation manquante, incomplet, là, ça rejoint un peu ce que tu dis en fait. Ouais. Puis, tu sais, quand on parle de structure de gouvernance, là, moi, je sais quand je l'aborde souvent, tu sais, souvent avec la PME, souvent une structure, tu parlais de structure de gouvernance, ça fait peur, ça paraît lourd. Puis, ce qui est important de comprendre, puis ce que j'essaie un peu de vulgariser, c'est que quand on parle de mettre en place une structure de gouvernance, que ce soit pour l'entreprise, pour la famille, c'est important de mettre en place des structures de gouvernance qui sont alignées avec les besoins de l'entreprise ou de la famille. Puis les besoins évoluent dans le temps. Aujourd'hui, on parle du conseil de famille. Le conseil de famille, c'est la structure de gouvernance la plus formelle quand on parle de gouvernance familiale. Tu sais, vous allez voir, on va parler d'ordre du jour, de prise de notes, de facilitation par un professionnel externe. Donc, c'est quand même assez formel. Mais rien ne vous empêche, tu sais, moi, j'aime beaucoup parler de la théorie des petits pas, là, rien ne vous empêche de commencer. Si vous dites, moi, ma famille en affaires, elle n'a peut-être pas besoin de quelque chose d'aussi formel pour commencer, mais je pense que ça vaudrait la peine de se trouver des moments qui soient mensuels, trimestriels, où on s'assoit ensemble puis on discute de certains sujets. Je pense que juste ça peut être un premier bon pas pour justement pouvoir adresser là, les sujets parce que, tu sais, si on veut avoir une famille en affaires en santé, je pense que les éléments qui sont essentiels, c'est premièrement la confiance mutuelle. Il faut apprendre à travailler ensemble, il faut apprendre à prendre des décisions ensemble. Puis ça passe beaucoup justement par la communication. Puis un forum comme le conseil de famille ou comme une réunion familiale nous amène justement à développer cette relation-là, peut-être un peu plus d'affaires qu'on n'a pas tendance nécessairement à développer dans d'autres types de contextes le plus familial. Bien, tu mets toi aussi très bien la table, Catherine. Je te suis, là. Merci. Puis, c'est bon. On a un modèle, hein, nous, les praticiens des familles en affaires, un modèle qui explique cette complexité-là. Peut-être que tu peux nous en parler rapidement, là, le fameux modèle des 3 cercles, là, en fait, juste pour illustrer la complexité, en fait. Oui, en effet. Dans le fond, si vous suivez Oria, Famille en affaires, c'est certainement pas un modèle qui est pas familier, là, mais on le ressort souvent, là, nous qui travaillons avec les entreprises familiales, parce que je dirais que c'est le modèle le plus présenté là, quand on parle de la théorie des entreprises familiales. Rapidement, ce modèle, qu'est-ce qu'il illustre? Il illustre au final les 3 grands pôles, là, les 3 systèmes qui cohabitent ensemble dans le grand système de l'entreprise familiale. Donc, on a la famille, on a l'entreprise, on a le patrimoine. Et ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'au-delà de voir ces sphères-là de manière très indépendante, on les amène à se chevaucher pour illustrer justement l'interdépendance puis la connexion qui existe au quotidien entre les 3 entités. C'est justement ce chevauchement-là qui amène la complexité qu'on connaît aux entreprises familiales parce que c'est intéressant de prendre un peu de recul puis de réaliser qu'au final, ces 3 entités-là ont souvent, de manière générale, des objectifs qui sont distincts. Quand on parle, par exemple, de l'univers de la famille, souvent, c'est un système qui va beaucoup valoriser la bienveillance, le soutien. Quand on parle de l'entreprise, là, on est beaucoup plus au niveau de la compétence, au niveau de l'atteinte des objectifs. Puis quand on parle du patrimoine, on est plus au niveau du maintien de la richesse, de la performance financière. Donc, l'idée,
si on veut faire cohabiter de manière optimale ces 3 systèmes ensemble, il faut s'assurer que chacune des entités comprenne un peu justement les objectifs de chacun. Puis ça passe entre autres par la communication. Fait ce graphique-là peut paraître simple, mais il explique de manière très complète l'univers des entreprises familiales puis la complexité qui existe à l'intérieur de ce système-là. Super bien expliqué. Merci beaucoup, Catherine. Évidemment, pour moi, c'est clair. J'espère que ça illustre, en fait, pour la majorité des gens qui nous écoutent et qui sont moins familiers avec les systèmes puis les interdépendances, à quel point, oui, justement, c'est complexe. Puis ça prend un moment puis un endroit pour en discuter. Puis justement, c'est quand le bon moment de mettre en place un conseil de famille? Ça, c'est la grande question. Puis je suis certaine que plusieurs personnes se la posent. Ma réponse va peut-être être simple. Je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour apprendre à travailler ensemble en tant que famille, apprendre à communiquer ensemble. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a différents niveaux de formalité dans les structures et dans les forums qu'on va décider de mettre en place. Fait que vous allez voir à travers le discours du webinaire puis à travers les beaux témoignages qu'on va avoir dans les prochaines minutes, vous allez pouvoir réaliser si le conseil de famille, est-ce que vous êtes rendu là, on est plus dans une logique de réunion familiale. Mais par contre, je pense que la mise en place d'un conseil de famille à proprement parler, là, vraiment quelque chose d'un peu plus cadré, ça peut être intéressant, par exemple, quand on commence à avoir un certain déséquilibre dans l'importance qu'on accorde soit à la famille, soit à l'entreprise. Parce que ce qu'on dit souvent, là, l'idée, c'est que il faut accorder autant d'importance aux deux parce que les deux systèmes, vu qu'ils sont interconnectés, s'il y en a un qui ne va pas bien, ça risque d'influencer le bon fonctionnement de l'autre. Donc, l'idée, quand on commence à avoir ce déséquilibre-là, je pense que ça peut sonner une cloche, que ça vaudrait la peine qu'on commence là, à en discuter. Quand les frontières aussi entre la famille et l'entreprise sont plus ou moins claires, là, puis je pense que quand les frontières ne sont pas claires, c'est là souvent qu'il y a certaines questions, là, comme tu as soulevé, là, Annie, en tout début, qui peuvent émerger. Puis, comme je viens de dire, popper un peu n'importe quand, sans nécessairement en avoir discuté. Puis au contraire, oui, quand les frontières sont pas claires, mais aussi quand les frontières deviennent un peu trop opaques. L'idée, c'est qu'on veut que notre entreprise conserve son caractère familial. Donc, quand on commence à avoir une frontière qui est un peu trop comme un mur, à ce moment-là, ça vaudrait peut-être la peine de commencer à discuter, par exemple, de nos valeurs familiales, puis de quelle façon ces valeurs-là s'intègrent dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Puis sinon, un autre des moments qui peut être intéressant, c'est quand on commence à percevoir une période où est-ce que certains individus dans notre système, donc dans nos fameux 3 cercles, vont commencer à changer de place. Comme par exemple, quand on a une génération montante, quand on commence à voir cette génération-là commencer à se poser des questions par rapport à leur choix d'études, leur choix de carrière. Je pense qu'à ce moment-là, ça peut être intéressant, en effet, de mettre en place un conseil de famille pour pouvoir avoir les discussions sur les aspirations personnelles et professionnelles de chacun, sur aussi c'est quoi les règles du jeu. Si un membre de la famille veut joindre l'entreprise, je pense que ça, c'est des éléments qui peuvent être discutés à l'intérieur d'un conseil de famille. Puis de l'autre côté, c'est quoi les besoins de l'entreprise? Parce que l'idée, souvent, c'est de se dire on ne créera pas un poste juste pour en créer un. Concrètement, c'est quoi les besoins? Puis c'est quoi les compétences qu'on a besoin au sein de l'entreprise? Comme ça permet à chacun de pouvoir orienter là, son parcours quand vient le temps de prendre des décisions. Fait que ça, c'est comme peut-être 3 moments où vous pouvez vous dire là, ça peut être intéressant de créer un vrai conseil de famille. Mais sinon, là, je rappelle, il n'est jamais trop tôt là, pour apprendre à travailler ensemble. Donc, déséquilibre, frontières, flou et ou trop opaque. Puis, l'évolution des membres de la famille au sein de l'entreprise et les besoins de l'entreprise vis-à-vis les membres de la famille. Alors, on voit des moments clés, en fait, de mise en place d'un forum. Exact. Ça conclut notre capsule 1. J'ai envie maintenant de m'adresser à nos panélistes, à Catherine et à M. Hébert, pour connaître, eux, un peu leur moment déclencheur, puis la mise en place, en fait, le moment choisi pour la mise en place de leur conseil de famille. Donc, on commence notre premier échange. Catherine et M. Hébert, vous pouvez ouvrir votre micro si ce n'est pas fait. Et puis, on va passer peut-être 20 minutes ensemble là, à échanger. Donc, ma première question, je vais adresser d'abord à Catherine, les femmes d'abord, mais après M. Hébert, inquiétez-vous pas, je vais rétablir l'équilibre. Je suis dans la minorité.
Pardon? Je suis dans la minorité ce matin, sur l'écran au moins. C'est vrai. Catherine, pour toi, ça a été quoi l'écart ou le besoin ou l'élément déclencheur là, à votre réflexion, la famille Gendron, pour la mise en place de votre conseil de famille? Avant de répondre à ta question, Annie, j'aimerais juste peut-être préciser, moi, je suis ce qu'on appelle la Gen 3. Je suis la génération 3. C'est mon grand-père qui a fondé, c'est mon père qui a repris. J'ai 2 frères. J'en ai un qui s'implique activement depuis 18 ans, puis moi depuis 17 ans dans l'entreprise familiale. Et l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Mon autre frère habite en France et il a des intérêts et des spécialisations très différentes de ce que nous, on fait. On est dans la construction et mon frère Félix, il est plus dans les soins thérapeutiques. Ouais. Donc, nous autres, ça a commencé par le désir de Serge, mon père, d'assurer la pérennité de l'entreprise. Il ne savait pas nécessairement comment faire ça. Il a essayé de nous en parler une première fois. Ça avait été extraordinaire. En 2011, il nous avait tous invités dans un camp de pêche. Donc, ma mère, mes 2 frères et moi, on était juste nous 5. Puis, il avait essayé d'ouvrir la discussion sur son désir de pérennité. Ça n'avait pas très bien fonctionné. Serge, ce n'est pas non plus un entrepreneur qui rapporte à la maison les affaires du bureau. Donc, peut-être qu'il n'était pas habile, peut-être pas habitué, peut-être aussi qu'il s'est laissé emporter par vivre un beau moment en famille. Bref, ça n'avait pas été, on n'avait pas été très réceptifs à parler de ça. Vous étiez plus intéressé à prendre du poisson que... Un 20 livres, oui, ça c'est le fun. Un 20, 22 livres dans la rivière, ça nous excitait pas mal plus, en effet. Puis, un petit peu plus tard, nous autres, Maxime, mon frère qui travaille dans l'entreprise, et moi, on est tous les 2 passés par l'école d'entrepreneurship de Beauce. Et Serge s'était fait inviter à un 24 heures qui s'appelait Triomphe. Puis, c'était vraiment ça le sujet, c'était comment assurer la pérennité, comment transférer à la prochaine génération. Ça a ouvert un peu les yeux à Serge. Ça lui a donné peut-être des notions un petit peu plus concrètes pour nous en parler. Donc, il a demandé à mon frère Maxime, prépare-nous une présentation, c'est quoi un conseil de famille? On va regarder ça quand on va tous être en famille la prochaine fois. Parce que vous aurez compris, j'ai un frère qui habite en France, donc les moments qu'on est ensemble, c'est les vacances annuelles. Donc, rebelote, on est tous ensemble en famille, le document est imprimé, ça se passe pas, on dit tout le temps quand est-ce qu'on regarde ça, mais là, c'est l'heure de l'apéro, on s'en va à la plage, c'est jamais le bon moment. Fait que 2e échec. 2e tentative, sans grand succès non plus. Sans grand succès. Puis, l'année d'après, on remet ça. Là, on s'organise. Là, les enfants sont gérés par le 2e parent. On trouve un moment. Finalement, ma mère est malade. Ça ne marche pas. Fait que 3 fois, rebelote. Fait que, à un moment donné, Serge, il a dû dire, là ça suffit, là, go, on se structure. Fait que c'est pas mal comme ça que ça a commencé, nous autres. Super, merci Catherine, merci pour ce partage. Monsieur Hébert, pour vous, quel a été comme le déclencheur ou la réflexion qui a précédé la mise en place de votre conseil de famille? Dans un premier temps, je dirais, je fais un retour sur la 2e génération qui était moi dans l'entreprise. Tout ça s'est bien passé, mais sans beaucoup d'organisation et de formalité. Donc, je dirais que j'étais plutôt chanceux parce que ça s'était bien passé. Nous, on a 2 enfants et dont un est dans l'entreprise maintenant. Mais à l'époque, je retourne peut-être une quinzaine d'années, les 2 enfants avaient déjà quitté la maison pour aller à leurs études supérieures et on se disait, mon épouse et moi, que la taille de l'entreprise maintenant faisait en sorte qu'on ne pouvait pas laisser des choses au hasard. Donc, j'avais l'opportunité d'être membre d'une organisation qui s'appelle Young Presidents Organization, qui est une organisation mondiale de présidents, de jeunes présidents. J'avais l'occasion aussi de rencontrer des pairs et beaucoup d'entreprises familiales. Et ce que je décodais de plusieurs situations, c'est que ça allait pas tellement bien. Ça ne tournait pas rond avec les enfants. Et
Ça m'inquiétait un peu. J'ai commencé à faire la lecture pour réaliser, je pense, cette statistique tellement inquiétante qui dit que 75% des entreprises familiales ne passent pas à la 3e génération. Donc, j'ai dit, faut vraiment s'organiser. Puis, suite à des consultations, à beaucoup de lectures, j'ai découvert le conseil de famille. Mon épouse et moi, on a rencontré des spécialistes pour mieux comprendre et c'est là que ça nous a amené à créer notre conseil de famille. Maintenant, à peu près, c'est ça, il y a à peu près 15 ans. Alors, votre motivation à créer votre conseil de famille, si je comprends bien, c'est de faire en sorte que ça continue de bien aller parce que vous n'aviez pas de problématique, vous n'aviez pas de malaise nécessairement, mais c'est ce qui se passait autour, puis de ce que vous voyez autour de vous dans l'association à laquelle vous étiez joint, membre, qui faisait en sorte de dire hey, « moi, je ne veux pas vivre ça, donc mieux vaut prévenir que guérir ». C'est un peu ce que je comprends. Oui, on savait déjà que probablement notre fille ne serait pas dans l'entreprise. Et que notre fils s'intéressait à se joindre à nous. Donc, cette dynamique d'avoir un des enfants dans l'entreprise par rapport à l'autre, qui ne l'était pas ou qui ne le serait pas. Et aussi la complexité de la business, tout le dossier successoral, l'arrivée éventuelle de conjoints et conjointes. Donc, on se disait, et j'ai beaucoup aimé plus tôt dans la discussion cette notion de ne pas improviser. Tu sais, et moi, de ma nature, je suis un organisateur, je suis un gosse. Tu sais, mes papiers sont en ordre, ma planification successorale, ça fait des années qu'elle est faite. Donc, donc, je me disais, je ne suis pas le genre de côté famille de ne pas avoir cette organisation-là. Et ce que je ne voulais pas, vu que les enfants avaient déjà quitté la maison, quand on avait des occasions, et Catherine en a parlé, de se revoir, on ne voulait pas avoir cette pression d'être obligé de parler de business à Noël ou à d'autres moments. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Comme ça, OK. Puis, si je rebondis sur l'autre question que j'ai envie de vous poser, qui était votre cheminement là, pour explorer puis mettre en place plus formellement, en fait, votre conseil de famille. Catherine, si je rebondis vers toi avec cette question-là, c'est comment vous avez cheminé vers la formalisation, en fait, de ce forum-là? Oui, bien, je vous ai dit tantôt là, que Serge a participé à un 24 heures de l'EEB. Probablement que c'est là que lui, il a eu l'élément déclencheur. C'est là qu'il a réalisé qu'un transfert là, puis une retraite, quand tu es à ce niveau-là de l'entreprise, bien, ça ne se fait pas en 3 mois, ça se fait en 10 ans. Donc, puis je pense aussi que c'est à ce moment-là qu'il a compris qu'un conseil de famille serait probablement le meilleur forum pour nous. Donc, comme ces 3 premières tentatives n'avaient pas été avec le succès qu'il avait espéré, il m'a désigné pour organiser ça. Catherine, toi, tu es rassembleuse, conseil de famille, ça te ressemble, c'est toi qui vas orchestrer ça. Fait que va fille, explore le monde et trouve-nous des solutions. Alors, moi, à ce moment-là, c'était en 2016 à peu près, à ce moment-là, je fréquentais encore l'EEB, donc le réseau de l'EEB, je ne sais plus quel événement à quel événement j'ai participé, mais à un 5 à 7, à un moment donné, quelqu'un me dit « As-tu déjà pensé à conseil de famille, qui peut t'aider? » Puis là, oui, mais conseil de famille, ça me semble tellement complexe, c'est nébuleux, qu'est-ce que c'est? Puis, à un moment donné, puis c'est Catherine qui l'a nommé tantôt, on m'a mise en relation avec Denise Paris-Julien.
qui a eu la générosité de m'accorder du temps. Dans ce temps-là, il n'y avait pas des visioconférences, là, on se voyait en vrai. Fait qu'accorder un rendez-vous à quelqu'un, ça impliquait passer 2 heures de son temps pour se rendre puis revenir. Donc, j'ai pris des notes, ça m'a ouvert un nouveau monde. Puis là, ça m'a fait rebondir de personne en personne. Puis c'est drôle, là, parce que Madame Paris-Julien m'a fait rebondir vers Jessica Grenier, qui m'a retourné à Madame Paris-Julien, qui m'a parlé de toi, Annie. Fait que j'en profite peut-être juste pour dire que j'ai compris à ce moment-là que le transfert d'une génération à l'autre, les affaires de famille, c'est très spécialisé. Puis au Québec, on a peu de personnes qui se spécialisent là-dedans. Puis je suis chanceuse, je suis tombée sur la crème de la crème. Regarde la preuve où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que de parler... non, c'est pas arrangé, je te l'avais pas dit que je dirais ça. Mais c'est vrai, ces conversations-là m'ont ouvert à un nouveau monde. On va parler tantôt de vocabulaire. Puis c'est là que j'ai compris que c'était pas une affaire administrative que Serge balayait comme ça. C'était pas une responsabilité dont il voulait c'était pas genre Catherine, organise-nous des rencontres. C'était pas ça du tout. C'était Catherine, structure comment on va parler d'avenir, comment on va parler de patrimoine. Fait que c'est comme ça que nous, on en est venu. Fait que je suis encore la facilitatrice pour le conseil de famille. C'est encore moi qui gère la relation avec les professionnels qui nous accompagnent. C'est moi qui paye les factures. En tout cas, c'est moi qui gère les factures. C'est moi qui gère le calendrier et tout, et tout, et tout. Mais ça ne repose pas sur mes seules épaules. Toute la famille est impliquée. Donc, c'est ça le chemin, dans le fond, là, qu'on a fait. Puis, je relisais mes notes, Annie, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en juillet 2016. Ça a donc pris 2 ans ensuite avant de structurer puis de commencer pour vrai les rencontres, les fameuses et mystérieuses rencontres du conseil de famille. Merci. Donc, c'est long. C'est un long processus, c'est un long cheminement. Ouais. Monsieur Hébert, vous, comment ça a été justement, quel a été votre cheminement pour mettre en place votre conseil de famille il y a quand même 15 ans, là, de ce que j'ai compris? On a commencé, puis un peu comme Catherine, on a rencontré une personne qui faisait ça, était dans un cabinet. On a appris qu'il y avait des cabinets qui s'occupaient de conseils de famille. Donc, cette personne-là, la première fois qu'on l'a rencontrée, on lui a demandé, mais vous faites quoi, vous, dans ces réunions-là? Tu sais, parce qu'elle était animatrice, en fait, ou elle accompagnait la famille. Facilitatrice, c'est le bon terme. Merci, Annie. Et elle disait, mais mon but, c'est d'essayer d'avoir un conseil de famille où à la fin, on ne se lancerait pas des objets ou ou de la nourriture. Moi, j'ai dit, bon, c'est spécial, tu sais. Mais ce qu'elle m'expliquait, ce qu'elle nous expliquait, mon épouse et moi, c'est que surtout dans des grandes familles, ça devient compliqué. Et si on n'est pas bien accompagné, ça peut rapidement dégénérer et surtout pas atteindre les objectifs souhaités. Donc, on a compris rapidement que ça nous prenait quelqu'un pour nous accompagner. Mais elle nous a laissé avec, et j'en parle toujours dans mes allocutions, où elle nous a laissé avec le nom d'un livre que je pense que vous allez peut-être pouvoir circuler aux gens, là, qui s'appelle Succeeding Generations. C'est un livre qui, comme beaucoup de livres d'affaires, c'est une histoire de famille, mais qui, évidemment, tombe sur les sujets importants, et elle nous a suggéré de lire ce livre-là. Et c'est comme ça qu'on a entamé notre conseil de famille. Et malgré qu'on connaissait des gens à Montréal qui se spécialisaient, dont on a mentionné leur nom, à cette époque-là, je travaillais avec une personne qui était ma coach professionnelle. Oui. Et on lui a demandé, et elle est encore notre facilitatrice après 15 ans de notre conseil de famille. Donc, elle nous a aidés
à structurer. Elle était là à la première rencontre et puis et elle continue à collaborer avec nous lors de nos conseils. Puis, en fait, M. Hébert, pourquoi vous avez ressenti ce besoin-là ou qu'est-ce qui a fait en sorte que ce besoin-là a émergé de vouloir communiquer autrement avec votre famille? En fait, on est une entreprise familiale, on est aussi une famille en affaires. On a l'opportunité d'avoir eu du succès, donc on a, on a une capacité financière, en fait, de pouvoir faire des choses. Et sachant qu'on n'aurait pas les 2 enfants dans l'entreprise et probablement que, et c'est le cas, notre fille vit à Toronto, elle a sa carrière là-bas, qui aurait des conjointes. On se disait comment on peut utiliser le moteur économique, en fait, ou le moteur financier de l'entreprise pour aussi aider nos enfants dans leur carrière, si c'est le cas, dans leurs objectifs personnels et aussi comment garder cette unité familiale. On aime être ensemble et puis, mais il faut planifier ces choses-là à l'avance maintenant. Et donc, comment pouvoir le faire. Donc, on voulait, je dirais que l'unité familiale, c'était l'objectif numéro 1 pour nous, qu'à travers l'entreprise, peu importe comment la succession se passerait, l'unité familiale, c'était ce qui était le plus important. Et puis, et c'est certain que tu ne peux pas passer à côté des discussions sur le transfert d'actionnariat, sur la succession. Et tous ces sujets-là, faut en parler, il faut en parler ouvertement. On disait plutôt, le non-dit, c'est souvent ce qui est le plus dommageable. Donc, pour nous, on voulait avoir un forum pour parler de toutes ces choses-là, les régler, au moins les tabler, et puis et d'avoir un mécanisme que on pourrait, s'il y avait un sujet particulier, mais on n'avait pas besoin de le régler le dimanche soir à l'entour de la table ou quand on se voit à Noël. On peut le mettre à l'agenda du conseil de famille et le traiter et dans un environnement sécuritaire pour nous, pour tous les participants. Et nous, maintenant, mais on a les conjoints et les conjointes qui font partie de notre conseil de famille. Donc, c'est toute une autre dynamique aussi. Donc, il faut que ça soit sécuritaire pour eux aussi qui en font partie. J'y reviendrai là-dessus, M. Hébert, si vous me le permettez, en échange numéro 2. C'est bon. Catherine, chez vous, ça a été quoi le besoin, ou en fait l'inconfort ou le besoin de communiquer en famille autrement? Est-ce que tu t'en souviens? En fait, nous autres, on a beau être 3 membres de la famille qui travaillent dans l'entreprise, on ne parle pas des affaires de l'entreprise quand on se voit dans nos moments de loisirs ou très peu. « Ah, j'ai dit telle affaire à telle personne. Ah, telle personne est enceinte. » Donc, pour nous, ça a été vraiment un forum. Puis, je vous expliquais tantôt, c'était flou au début. Puis, c'est vrai que des fois, c'est à force de le faire qu'on comprend ce que c'est, le conseil de famille. Mais pour nous, là, on a commencé par vouloir se donner un endroit où est-ce qu'on... Serge a commencé par vouloir nous donner un endroit où est-ce qu'on parlait de continuité des affaires, où est-ce qu'il voulait nous apprendre à être de bons actionnaires. Et dans le fond, le conseil de famille, tantôt, M. Hébert parlait d'un endroit sécuritaire. C'est exactement ça. C'est une place sécuritaire où est-ce qu'on peut communiquer. Puis je trouve ça drôle aussi parce que je voulais vous en parler. Je pense que la première personne qui m'a expliqué la différence entre une entreprise familiale puis une famille en affaires, c'est Jessica Grenier. Donc, ça nous a donné tout un nouveau vocabulaire et avec le vocabulaire viennent des possibilités. Ça rejoint vraiment beaucoup ce que Norman disait. Nous autres non plus, tous les membres de la famille ne travaillent pas dans l'entreprise. Donc, comment notre entreprise peut propulser les rêves de chacun? Où est-ce qu'on en parle de ça?
Et c'est là qu'on est. Nous autres, notre conseil de famille est beaucoup plus jeune. Ça fait 4 ou 5 ans. Et nous, on a décidé de ne pas inclure les conjoints. On est en train de commencer à passer à inclure la génération 4. Fait que toutes ces questions-là, c'est un moment où est-ce qu'on en parle, on le book dans l'agenda. Fait que vraiment, là, pourquoi on a eu ce besoin-là? Les choses vont trop vite, on ne prend jamais le temps. Donc, pour nous, c'était le forum idéal. Sine qua non, on ne rate jamais un conseil de famille. On n'arrive pas en retard, on arrive préparé. Donc, c'est vraiment la plateforme chouchou pour communiquer. En fait, vous êtes tous les deux très alignés à ce niveau-là. C'est que c'est un forum, une table, un espace où il y a plusieurs sujets dont on ne parle pas à droite et à gauche, qu'on accumule dans cette salle-là, en fait. Quand vient le moment de se présenter dans cette salle-là, les sujets nous y attendent, puis c'est là qu'on en parle, puis c'est là où on fait avancer ces sujets-là, en fait. C'est là aussi où on découvre plein d'autres affaires, des possibilités. On va en parler tantôt, là, mais c'est là où on découvre que, hey, il n'y a pas juste la compagnie, il y a plein d'autres affaires autour. Exact. Hey, merci à vous deux. Ça conclut comme le bloc 1 de nos échanges. J'ai vu quelques questions dans la boîte de clavardage. Mélissa, je te fais confiance de les garder pour la fin parce que je pense qu'il y en a peut-être une ou deux qui seront répondues, peut-être dans le bloc 2 ou à travers nos prochains échanges. Puis si à la toute fin, Mélissa, tu sens qu'on n'a pas répondu à certaines questions, tu me les relayeras là, sans faute, OK? Mélissa, là, c'est comme un ange gardien du webinaire. Donc, Catherine, est-ce que tu es prête à passer à notre bloc 2, notre capsule 2 de connaissances un petit peu, où on va aller un petit peu plus loin sur le conseil de famille? Catherine, j'ai envie de t'entendre sur la mission, le rôle du conseil de famille, dans une perspective, parce que Catherine et Norman en parlent vu de leur fenêtre, quel rôle et quelle mission ont donné à leur conseil de famille. Mais d'un point de vue plus peut-être théorique, les recherches, qu'est-ce qu'ils en pensent? Toi aussi, comme co-autrice du guide là, sur le conseil de famille, c'est quoi la mission et le rôle du conseil de famille? Oui. Puis on a eu des super beaux exemples dans les échanges précédents. Je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est que le conseil de famille, c'est la structure de gouvernance pour la famille. Ce conseil-là, on va lui donner un mandat. Et le mandat qu'on va lui donner peut évoluer à travers le temps. L'idée, ce n'est pas nécessairement de garder toujours le même rôle global. Donc, si on est dans une période, par exemple, de planification de la relève, c'est certain qu'à ce moment-là, le conseil de famille va peut-être avoir le mandat de formaliser les règles du jeu, d'accompagner la génération montante à formaliser leur plan de développement. Ça peut être un exemple. Si on est à une autre étape du cycle de vie de la famille en affaires, le conseil de famille peut avoir d'autres mandats. Donc, c'est important de garder en tête que, dépendamment des besoins, en fait, il faut que le conseil de famille soit à l'écoute des besoins de la femme en affaires pour faire évoluer un peu la mission ou la raison d'être qu'on va lui donner. Puis, à travers cette évolution-là de la mission, on a vu plusieurs sujets là, dans les dernières minutes qui peuvent être adressés, mais on peut parler, par exemple, de justement comment la famille va intégrer, dans le fond, l'entreprise. C'est quoi la vision familiale, de quelle façon on la transmet, c'est quoi les valeurs familiales, de quelle façon on les fait vivre au sein de l'entreprise. Puis, on peut aussi, à l'inverse, partager de l'information aussi d'autres stratégiques de l'entreprise à la famille parce que, comme dans le cas autant là, de M. Hébert que de Mme Gendron, il y a des membres de la famille qui ne sont pas au quotidien dans l'entreprise, mais de par leur relation, puis souvent leur lien émotionnel avec l'entreprise, ils ont besoin des fois d'avoir de l'information par rapport à ce qui se passe. Par exemple, si on vient de faire notre planification stratégique annuelle, c'est peut-être intéressant de présenter un peu la nouvelle vision de l'entreprise pour que justement, l'idée, c'est que l'information circule de manière très, très fluide entre la famille et l'entreprise pour que chacun soit éclairé là, pour pouvoir évoluer à l'intérieur de ce système-là. Puis là, en fait, Mélissa nous a partagé une seconde diapositive où on revoit notre modèle des 3 cercles. Exact. Avec toute sa complexité et dans lequel tu as ajouté de la gouvernance, en fait. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire par rapport à ce modèle-là? Oui, en effet, l'idée avec ce modèle-là, c'est un peu de faire ressortir que chaque entité dans le système des familles en affaires ont leur propre
structure de gouvernance. Là, aujourd'hui, on parle du conseil de famille, on le positionne bien là, au niveau de l'entité familiale. Puis par la suite, on a aussi les autres structures de gouvernance un peu plus dites classiques là, dans nos entreprises. Par exemple, un groupe d'actionnaires, un conseil d'administration ou un comité aviseur ou comité consultatif. Là, je ne me souviens plus quel est le terme francophone. Là, mais francophone, c'est consultatif. Bon, alors un comité consultatif. Mais puis l'idée, c'est que autant que les trois sphères de notre modèle travaillent ensemble, mais l'idée aussi, c'est de se dire que les structures de gouvernance aussi doivent travailler ensemble puis faire circuler l'information. Donc, c'est simplement pour illustrer que le conseil de famille, dans le fond, s'intègre dans un autre système qui est composé de d'autres structures de gouvernance qu'il ne faut pas oublier puis qu'il ne faut pas voir, là, encore une fois, en vase clos. Puis en fait, juste au niveau du groupe des actionnaires, là, dans notre langage aussi, parfois, on utilise le conseil des associés, donc un forum qui prend soin des associés, en fait, au même titre qu'on a un forum qui prend soin des membres de la famille. Parce que parfois, dans certaines entreprises, on a des membres externes qui sont actionnaires, qui sont associés. Donc, ces gens-là aussi, souvent, ont le désir de s'exprimer. Puis, par rapport à des sujets qui ne regardent peut-être pas nécessairement l'entreprise. Alors, voilà. Et pour toi, là, Catherine, vu de ta fenêtre avec les familles que tu as connues, les entreprises que tu as accompagnées qui étaient familiales, c'est quoi les bénéfices et les avantages à avoir un conseil de famille? Oui, bien, il existe de nombreux bénéfices. Là. Je pense que si on prend le temps d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'en effet, on les voit. Puis j'ai hâte de voir là, ce que Catherine et M. Hébert ont à dire là-dessus. Mais je pense que de manière générale, les bénéfices aussi vont évoluer au fil du temps. En fonction du mandat qu'on va donner à notre conseil de famille, bien, il y a des nouveaux bénéfices qui vont être générés. Mais de manière générale, je pense qu'on reconnaît beaucoup le fait qu'avec le conseil de famille, bien, on apprend à communiquer, à travailler ensemble, ce qui, après ça, se répercute souvent positivement là, au sein de l'entreprise. C'est aussi apprendre à communiquer ensemble dans une logique un peu plus formelle que, par exemple, on joue au tennis la fin de semaine. Fait que l'idée, c'est de se dire, on travaille puis on communique ensemble dans un cadre qui est un peu plus formalisé. Puis oui, des fois, il faut prendre des décisions qui sont difficiles. Puis c'est ces décisions-là qu'il faut prendre en tant que famille. C'est le fun de les avoir un peu préparées en amont, avoir appris à travailler ensemble, à communiquer ensemble, à se dire les vraies choses, mais de la bonne façon. Et je trouvais ça intéressant que tout à l'heure, on adressait le volet de la facilitation parce qu'en effet, là, un conseil de famille, souvent, l'entreprise familiale, on porte plusieurs chapeaux puis on apprend rapidement à catégoriser quand est-ce que je porte tel chapeau versus un autre. Fait, quand est-ce que je porte mon chapeau de membre de la famille, quand est-ce que je porte mon chapeau d'employé ou de gestionnaire ou d'entrepreneur. Puis on crée vraiment cette scission entre les deux univers. Puis le conseil de famille, bien, c'est un endroit où est-ce qu'il faut apprendre à jumeler les deux chapeaux. Il faut comme recoller nos deux chapeaux ensemble. Puis ça, des fois, c'est un peu malaisant. C'est pas facile à faire. Puis on ne sait pas trop comment se prendre. Fait que je pense qu'en effet, là, ça a été un super beau conseil qui a été énoncé tout à l'heure d'aller chercher de l'aide puis de ne pas avoir peur d'aller le faire, que ce soit pour accompagner à chaque conseil ou juste dans les premiers pour comprendre la mécanique. Mais cette espèce de créer un contexte qui est sécure pour permettre à chacun d'énoncer ce qu'il y a à énoncer. Je pense que c'est un élément super important. Puis en le faisant, bien là, ça a fait émerger là, plusieurs avantages. Mais sinon, si je résume aussi là, les derniers avantages que j'avais en tête, il y a aussi le fait d'apprendre à connaître plus les forces, les intérêts aussi de chacun. Souvent, ce n'est pas quelque chose qu'on prend le temps de faire, mais en travaillant ensemble dans un contexte un peu formel, c'est là qu'on est en mesure de comprendre c'est quoi peut-être les réflexes naturels, les habiletés plus naturelles de certains versus d'autres pour savoir de quelle façon on se complète en tant que famille en affaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Le développement aussi de la génération montante, leur donner la chance de siéger justement sur un conseil dans une structure de gouvernance, ça les amène à se développer en tant que personne. On développe autant des savoir-faire que des savoir-être qui vont être super intéressants après ça pour leur cheminement professionnel. Puis le dernier point, il est un peu l'inverse, c'est de se dire, notre génération qui est un peu plus senior, qui sont les entrepreneurs d'aujourd'hui, mais ça leur permet peut-être de développer une certaine confiance vis-à-vis de leur relève parce que là, ils les voient travailler dans un contexte un peu plus formel. Fait qu'on le voit tranquillement que justement, là, la dynamique évolue autour de la table, puis ça donne une certaine confiance. Puis de l'autre côté, ça les amène à se développer eux-mêmes leur confiance personnelle, puis développer tranquillement leur légitimité aux yeux de soit leurs parents, leur oncle, dépendamment dans quel contexte familial on est.
Merci, Catherine. Seigneur, tu fais un beau wrap-up et une belle synthèse de tout ça. J'ajouterais une chose, en fait, qui me vient en tête, parce qu'hier, on en a parlé, Jessica et moi, avec des gens avec qui on était, mais faut devenir bon à se rencontrer, tu sais. Ça demande de la pratique, j'entends ça aussi, tu sais. Puis Jessica, elle a une statistique, tu sais, ça prend 1 once de connaissances pour 1 tonne de pratique, tu sais. Fait que c'est à force de se pratiquer qu'on devient bon. Et bien, la formalisation, puis le fait de se rencontrer, ça fait qu'éventuellement, on va devenir bon, tu sais, puis en fait, prendre des décisions, ça s'apprend, tu sais, mais ça se pratique aussi. Fait que, donc, voilà. Bien, merci, Catherine, pour tout ça. Alors, si je rebondis vers M. Hébert puis vers Catherine, bien, en fait, M. Hébert, c'est quoi les bénéfices et les avantages d'avoir mis en place votre conseil de famille? Après 15 ans, là, vous en avez de la pratique là, en arrière de la cravate, comme on dit. Je pense qu'on connaît, mieux, en fait, tous les participants, là, nos enfants, leurs conjointes, mon épouse. Quand même, ils vivent à distance, sont dans leur famille, eux aussi maintenant. On a des petits-enfants, sont dans leur vie professionnelle. Donc, une des choses qu'on fait chaque année, c'est on présente le premier conseil de famille de l'année. On présente chacun nos objectifs pour l'année à venir. Donc, objectifs personnels, familial et professionnels. Donc, c'est un exercice que certains aiment plus ou moins que les autres, mais on se porte tous volontaires. Si je ne me trompe pas, M. Hébert, est-ce que vous le faites encore sous forme de collage? Oui, ben en fait, dans le livre que je vous ai mentionné, que j'encourage beaucoup les gens, il y a un chapitre qui s'appelle les shared dreams ou les rêves partagés. Donc, nous, on a commencé le conseil de famille il y a 15 ans en faisant chacun, on était 4, les 2 enfants, mon épouse et moi, en faisant chacun un collage. Aujourd'hui, on peut le faire de façon électronique. Dans le temps, c'était... Dans le temps, on découpait et on collait. C'est ça, exactement. Et l'objectif du collage, c'était de mettre en visuel nos objectifs personnels, familiales et professionnels. Et ce qu'on a tenté de faire lorsque chacun a présenté, c'était de voir les points communs. Et nous, entre autres, un des points communs, c'était les voyages. Et ça nous a permis d'utiliser le conseil de famille justement pour planifier des voyages peut-être un peu hors de l'ordinaire, mais et qui se préparent des fois 2 ans à l'avance. Et donc, ce collage-là, moi, je viens le mois passé, lors d'un conseil, j'ai présenté mon collage édition 2021. Et les objectifs aussi nous permettent de se garder au courant de ce que chacun, puis ça permet des fois d'approfondir et surtout avec une facilitatrice, ça permet des fois d'aller creuser sur des sujets et toujours dans ce contexte d'être une famille. Donc, et je dirais, à travers les années, ça nous a permis de bien camper l'entrée de notre fils dans l'entreprise et d'avoir une gouvernance sur son entrée et son plan de carrière et son plan de développement. Et puis, et là, on est en train de préparer ma sortie. Donc, et la relève du prochain chef de la direction. Et j'ai bien hâte, en fait, ça va être le sujet de la prochaine rencontre, c'est comment planifier la sortie du CEO actuel de l'entreprise. Donc, ouais. Puis de ton côté, Catherine,
depuis 4-5 ans, vous vivez des rencontres de conseil de famille. Ça serait quoi pour toi les bénéfices, les avantages là, que vous y avez trouvés, là, chacun d'entre vous? Bon, j'en ai parlé quelques fois, là, ça nous donne vraiment un forum où la communication est priorisée. J'adorerais voir les collages de toute la famille Hébert. J'adore l'idée. Nous aussi, on parle un peu de nos rêves. Parce que oui, on parle du transfert d'entreprise. C'était la première chose qui venait en tête à Serge quand il a voulu mettre ça en place. Mais Serge n'avait peut-être pas percuté toute l'ampleur et le rayonnement que ça donnerait à toutes les autres choses à côté, c'est-à-dire mon frère Félix, qui est en France, qui ne s'implique pas activement dans la gestion au quotidien de l'entreprise, comment on peut l'aider à réaliser ses rêves, lui? C'est quoi ses rêves? Hey, il veut se partir une école de musique. C'est assez formidable, ça. Comment on peut l'aider, nous, à faire ça? On est en construction. Donc, ça nous a vraiment aidé à mettre des mots sur des concepts, voir des opportunités. Ça nous a aidé aussi à concrétiser quelque chose qui était très nébuleux, le transfert d'entreprise. Puis quand Serge nous disait « Je veux que vous appreniez à être des bons actionnaires », ça veut dire quoi ça? Donc, ça nous a appris plein de choses. Puis comment on apprend ça? C'est que bon, nous autres, on est guidés là, par une firme spécialiste aussi depuis le début. Puis, ils nous ont initiés à bon, plein de concepts, là, évidemment, apprendre à se découvrir, à interagir avec l'autre, plein de choses super utiles. Mais aussi, on est en train de bâtir ce qu'on appelle le protocole familial. Le protocole familial, dans le fond, c'est pour plein de sujets, puis je ne sais pas à quel point on peut en parler aujourd'hui, là, mais comme par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec les membres de la famille qui sont employés? Qu'est-ce qu'on fait avec l'éducation des enfants? Donc, on a un protocole où est-ce que chaque sujet a sa place de discussion, puis à travers ça, on passe à travers, ça prend des années, là, passer à travers un protocole, là, on ne fait pas ça en 2 heures. Donc, à travers chaque sujet, le bénéfice est de créer la discussion, de réfléchir. Et nous, on fait des devoirs, nous 3. Notre père n'est pas là. Donc, on doit s'en parler, on doit se mettre d'accord pour ensuite présenter le projet au patriarche pour voir si lui, il achète, il embarque ou non, retourner sur la table à dessin. Fait que ça nous donne des occasions là, de discuter de toutes ces choses-là, de travailler ensemble, ce qui n'était pas nécessairement naturel chez nous. Puis aussi, le fait qu'on soit accompagné par des professionnels, ça nous donne tout le temps à la table des médiateurs, pardon, 2 médiateurs qui sont capables de calmer parfois les émotions parce que, à travers tout ça, nous autres, ça fait 4 ans, là, on a vécu des séparations, des naissances, des nouvelles arrivées dans nos vies, une vente d'entreprise, des acquisitions, je veux dire, tout a passé par là. C'est que les gens qui nous accompagnent nous aident aussi à nous recentrer, à calmer l'émotion parfois. Puis, grâce à eux, ça nous donne accès à plusieurs spécialistes pour des questions très pointues. Oui, tu sais, en entreprise, on est super bien accompagné. On a notre firme comptable, nos avocats, nos supporters financiers. On a déjà tout ça. Mais pour la famille, qui peut nous accompagner? Donc, c'est un autre avantage, là, c'est de nous faire pointer des gens spécialisés qui peuvent nous aider. Puis aussi, l'aide qu'on a de la compagnie qui nous suit, c'est une aide, je la sens sincère. Ils veulent vraiment qu'on réussisse. C'est une aide désintéressée, dans le fond. Puis, peut-être un bénéfice, un bénéfice collatéral dont je me rends compte quand j'en parle à mon entourage au bureau, j'ai l'impression que ça rassure les employés de savoir que les hauts dirigeants ont pensé à planifier ce qui s'en vient. Je ne sais pas si c'est comme ça chez Norman. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est très sécurisant. Je dirais pour entre autres, notre chef de la direction financière qui est très près de nous, là, de voir ça parce que c'est en fait une anecdote, mais on vient d'engager quelqu'un de senior et puis de l'extérieur, puis une de ses questions, voyant l'entreprise familiale,
c'était quoi notre gouvernance, comment ça se passait dans la famille. Lui, il avait vécu dans une autre entreprise le contraire, où ça se chamaillait, ça allait pas bien, puis il voulait surtout pas vivre ça dans une autre entreprise familiale. Donc, j'ai trouvé ça intéressant comme situation, que c'est un bon point de gouvernance pour nos gens à l'interne. Puis peut-être juste pour finir, concrètement, qu'est-ce que moi, ça m'a apporté? Moi qui est une femme très émotive, qui est à l'opposé de caractère de mon père ingénieur et de mon frère ingénieur, moi, ça m'a donné des moyens pour être capable de leur dire des choses sans pleurer, sans m'en aller en claquant la porte, puis dire « ils n'ont rien compris ». Ça m'a donné des outils pour dire des choses pas faciles, de façon structurée, intelligente, préparée. Puis ça, c'est non négligeable. Non négligeable. Y a-t-il des désavantages, Catherine, à avoir un conseil de famille? Parce qu'à vous écouter, c'est le Saint Graal. Plus ça va, moins j'en trouve. C'est sûr que c'est un investissement en temps et en argent. Puis quand on n'a pas de conseil de famille, pour le mettre en place, ça peut sembler être une montagne. Dans le sens où, nous autres, on est 3 à vivre au Québec, 1 en France, il faut qu'ils viennent. Donc, c'est qui paye le billet d'avion? Quand est-ce qu'il peut venir? Est-ce que nos agendas peuvent permettre ça? En plus, avec la firme qui nous suit. Donc, c'est du temps, c'est de l'argent, ça, je ne le cacherai pas. Les 3 premières années, on a été chanceux, on a été capable d'avoir une subvention parce qu'on mettait des outils en place pour assurer le transfert d'entreprise. Mais ce n'est pas tout le temps évident, là. Quand Félix est là en personne, c'est une journée. Là, maintenant qu'il est à distance et qu'on ne peut plus voyager, c'est 5 heures, 5-6 heures, mais ça bloque quand même un agenda. Il faut le préparer, il y a des devoirs. Fait que ça pourrait sembler être un inconvénient. Ça demande beaucoup de rigueur, dans le sens où, je me rappelle au début, là, on avait des devoirs. Là, on se faisait donner des devoirs. Puis on prenait ça au sérieux, puis on les faisait, mais la fois qu'on ne l'avait pas fait, hey, on se l'est fait dire. On se l'est fait dire comme faux, puis on ne s'est pas gêné pour rendre la monnaie de sa pièce à celui qui nous avait reproché de ne pas l'avoir fait, quand lui, il n'a pas eu le temps de faire ses devoirs. Fait que ça demande de la rigueur, il faut prendre ça au sérieux, ça prend de l'énergie. Puis aussi, mon frère Félix, qui ne travaille pas dans l'entreprise, il y a un désavantage. Nous, on est capable de l'insérer dans notre horaire de travail, puis on peut profiter de nos ressources au bureau. Les adjointes peuvent aider, les avocats peuvent aider, le CFO peut aider. Lui, il est un peu seul. Fait que, tu sais, des fois, il faut s'ajuster, là. Fait que c'est un petit peu inégal, mais si on y pense comme faux, c'est des inconvénients un peu... je me suis forcée pour en trouver. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous, M. Hébert, est-ce qu'il y a des avantages à avoir un conseil de famille? Est-ce que vous en voyez? Je dirais plus des risques. Et les risques, c'est que les choses qu'on va se dire, ça ne fera pas nécessairement l'affaire de tout le monde. Tu sais. Donc, le non-dit fait pas mal à personne, sauf que ça nous mène nulle part. Donc, et je dirais, et c'est un risque réel parce que c'est clair qu'on va se dire des choses à un moment donné. Et puis, donc, pour mitiger ça, je reviens sur le rôle important du facilitateur, d'accord? Parce qu'un bon facilitateur qui connaît son métier va savoir comment gérer ces situations-là. Et nous, également, ce qu'on a fait, et on lui a demandé de jouer ce rôle-là, elle l'a accepté, elle le joue avec grand plaisir. Ma conjointe, Diane, c'est notre gardienne de l'unité familiale. Donc, et parce que moi, je suis le père, mais je suis le CEO de l'entreprise. Bon. Donc, des fois, je suis dans des discussions, mais tu sais, j'ai mon chapeau père, mais j'ai mon chapeau CEO. Mon fils, c'est un fils, c'est un frère, mais c'est un CEO. Notre fille n'est pas dans l'entreprise, mais sur le conseil d'administration. Donc, tout le monde joue des rôles, mais
à la fin de la journée, l'unité familiale étant ce qui est le plus important, Diane a le rôle de gardienne de votre unité. C'est ça. Et puis, donc étant mère, mais à ce moment-là, elle a, je pense, l'autorité morale de m'amener aussi de dire, on est ici comme famille. Puis bon, on n'a pas eu, heureusement, on n'a pas eu beaucoup de situations où elle a dû intervenir, mais elle est là au besoin. Bien, merci. Écoutez, je sais qu'on avait préparé d'autres questions, mais évidemment, on prend toujours plus de temps qu'on pensait qu'on en prendrait. Et puis là, c'est à 9h45, j'avais prévu une période de questions de 5 minutes. Fait que ce n'est pas une grosse période de questions, mais on a quelque chose, là, Catherine Bocage et moi, à vous suggérer pour la suite. Alors, Mélissa, est-ce qu'il y a des questions que tu penses, en tout cas, que tu lis et auxquelles tu aimerais qu'on réponde, soit Catherine Gendron ou M. Hébert? En fait, on avait une question sur les résultats on en a discuté quand même, là, mais les résultats concrets, Catherine, ça fait quand même 5 ans, M. Hébert, mais je ne sais pas si vous avez des choses à développer par rapport à ça ou vous avez dit... En fait, je pense qu'en termes de bénéfices et avantages, c'est assez complet. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Mélissa, moi, je vais leur poser. Ah, il y en a 2 autres. Oui, en fait, il y avait aussi, est-ce que vous croyez que c'est possible de faire un conseil de famille au départ? Catherine en a parlé, là, mais si vous voulez développer sur le fait de ne pas être accompagné, de faire évoluer sans être accompagné. Et la valeur ajoutée de l'accompagnement, ça, c'était très clair. Mais sur le fait de ne pas être accompagné, qu'est-ce que avez-vous quelque chose à dire par rapport à ça? Moi, j'aimerais ça m'exprimer, Annie, si tu vas-y. veux bien. Moi, je ne l'aurais jamais fait sans accompagnement. Je vais vous dire pourquoi. Tout ce qu'on a mis en place, en fait, le désir de Serge, c'était très factuel. C'était de transférer l'entreprise, assurer la pérennité. Tout ce qu'il avait négligé, c'est là toute la valeur d'être accompagné, c'est-à-dire le côté émotif, les non-dits. Des fois, là, on prend des réunions de 6 heures. Au bout de 2 heures, on est encore au point 2 de l'heure du jour. Pourquoi? Parce que dans le comment ça va, c'est tout là que ça se joue. Comment ça va? Félix, j'ai pas eu le temps de faire mes devoirs. Pourquoi? Parce que je vous dis n'importe quoi, là, je ne rentrerai pas dans les détails. Puis c'est là où l'accompagnateur, il gratte. Pourquoi tu es démotivé? T'entends-tu ce que ça veut dire, ça? Catherine, comment t'étais? Puis c'est là qu'on vient chercher tous les non-dits que si on n'avait pas été accompagné, on aurait juste passé à l'heure du jour. Ah, t'as déménagé, OK, c'est cool. Ah, t'as une nouvelle adjointe, ah, c'est cool. Mais parce que ces sujets-là, on parle de crédibilité, on parle de formation, on parle de vie personnelle, on parle de déséquilibre, on parle de plein d'affaires. Fait que moi, je ne l'aurais jamais fait sans être accompagnée. Mais c'est Hébert, avez-vous... Écoute, et des fois, c'est peut-être le père ou le CEO, le père-mère, qui dirait peut-être qu'on n'a pas besoin de dépenser ou de. Moi, je dirais, est-ce que, je lui poserais la question, est-ce que vous feriez votre propre testament avec votre propre planification successorale qui implique la fiscalité sans avoir l'accompagnement d'un professionnel? Et le chef d'entreprise répondrait, ben non. Donc, c'est aussi important que ça, parce que quand on lit les raisons pourquoi les entreprises ne se succèdent, il n'y a pas de succession, ça ne passe pas à la prochaine génération. C'est rarement que l'entreprise fait faillite. C'est un manque de succession, c'est un désintéressement de la prochaine génération qui amène la première génération à vendre l'entreprise. Il y a plein de raisons qui n'ont rien à voir avec la performance nécessairement financière de l'entreprise, mais c'est plutôt le désengagement et le manque de cohésion au niveau de la famille qui fait que les gens ne s'intéressent pas ou on n'a pas pas une bonne gouvernance, donc un membre de la famille qui n'a peut-être pas les bonnes compétences, peut-être pas pour être dans cette industrie-là, arrive et on vit des problèmes à ce moment-là. Donc,
On a des comptables pour faire nos états financiers, on a des avocats pour régler des dossiers importants d'affaires, mais je pense que ça passe par des professionnels et il en existait moins avant au Québec, mais aujourd'hui, il en existe de plus en plus des gens comme vous qui sont des professionnels et tout comme un avocat, un comptable, toutes les questions de confidentialité, tout ça sont de mise. Et puis, mais c'est certain que de s'ouvrir, là, de mettre devant peut-être un étranger, les petits bobos, des fois, qui peuvent exister dans la famille, mais ça il y a personne qui est confortable d'emblée de faire ça. Donc, il y a un processus, et Catherine l'a vécu. Je suis certain, comme nous, au début, là, c'est pas la première rencontre là, que tout. Il y a une évolution, là, ça peut prendre 1 an, 2 ans peut-être à ce que tout le monde devienne vraiment confortable. Puis c'est pour ça qu'il y a des exercices comme celui que que nous, on utilisait, qui était un collage, qui est une forme de icebreaker, en fait, qui alimente des discussions. Puis à un moment donné, mais, plus qu'on avance, plus même si on est issus des mêmes parents, le même sang, on est tous des personnes différentes avec des objectifs, des préoccupations. Puis, c'est un peu comme gérer une business. On ne gère pas une business sans une bonne gouvernance. Mais une famille en affaires, c'est un peu la même. Il ne faut pas être le cordonnier mal chaussé. Là, Bien, merci. Merci pour la question, Mélissa. J'ai plus de temps pour des questions. Merci. Merci, Catherine. Par contre, je voudrais rajouter, en fait, si parmi vous, vous avez des questions plus personnelles ou des questions que vous voudriez adresser, je vais mettre dans le chat l'adresse courriel de info@agenceoria.com. N'hésitez pas à envoyer vos questions, vos interrogations. Jessica, Annie et son équipe vont vous répondre vraiment avec plaisir. Merci, Mélissa. Et moi, peut-être juste, Annie, juste dire, si jamais, c'est arrivé dans le passé, là, si jamais vous avez un père ou une mère qui aimerait en jaser davantage, gênez-vous pas de leur demander d'entrer en contact avec moi, ça me ferait plaisir. Je l'ai fait quand même à plusieurs reprises dans les dernières années. Et puis, donc, des fois, juste d'avoir une conversation avec moi, là, c'est pour réaliser si tu vrai. Là. Et puis, c'est scénarisé ou c'est vrai? C'est ça, exactement. Oui, merci beaucoup, M. Hébert. Puis, en fait, je réitère à quel point ce que vous faites comme ça, là, votre générosité par rapport au temps que vous accordez à des personnes qui ont besoin d'en parler davantage, c'est vraiment super apprécié. Merci beaucoup. Je suis persuadée que Catherine aussi, s'il y a des gens qui veulent être en relation avec toi, tu vas accepter aussi. Écoutez, Catherine Bocage, on avait un message envoyé aux gens qui assistent à notre webinaire. Donc, je te laisse la parole, puis je vais rebondir après. Tu t'en vas vers l'atelier. Je m'en vais vers l'atelier, oui. On est dans la partie où on parle de notre atelier, oui. Excellent, super. Bien, dans le fond, dans l'objectif de continuer notre collaboration là, avec Oria, puis surtout continuer la discussion qu'on a eue aujourd'hui sur le conseil de famille, parce que comme là, nos témoins nous l'ont mentionné, des fois, c'est juste savoir par où commencer, c'est pas facile. Ce qu'on souhaite vous offrir, c'est vraiment un atelier pour vous aider à bâtir les fondations de votre conseil de famille. Donc, vraiment, là, aujourd'hui, on était dans une logique de démystifier, de comprendre les avantages, de vous donner le goût de vous lancer. Pour l'atelier, là, on se met vraiment les 2 mains dedans pour vous aider vraiment à bâtir les premières bases de votre conseil de famille pour qu'à la fin de cette journée-là, parce que c'est vraiment une journée complète qu'on vous propose de faire à l'hôtel Château-Bromont, puis on vous invite à venir à au moins 2 personnes d'une même famille. Là, comme vous allez pouvoir, le prix, c'est vraiment pour 2 personnes parce que vu qu'on va travailler concrètement là, sur votre conseil de famille, on le sait qu'on réfléchit beaucoup plus optimalement à 2. Donc, on vous invite à venir nous rejoindre. Puis là, vraiment, là, notre objectif, c'est que le livrable de cette journée-là, c'est que vous ayez tout en main pour pouvoir
tenir la première réunion de votre conseil de famille. Donc, on est vraiment dans cette logique-là là, de mettre la main à la pâte et de peut-être donner le petit premier souffle qui va faire en sorte que vous allez vraiment avancer, puis éventuellement là, aller chercher les beaux bénéfices que nos panélistes là, nous ont communiqués là, aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, on lance l'événement aujourd'hui. Vous allez recevoir là, toute l'information à travers nos réseaux sociaux. On va aussi vous envoyer un courriel avec toutes les façons de vous inscrire. Donc, si jamais vous avez des questions un peu plus là, sur le contenu, le format, mais n'hésitez pas à communiquer autant avec Annie, avec Jessica ou qu'avec moi chez Famille en Affaires. On est vraiment là en collaboration sur ce projet. Merci, Catherine. Puis j'en profite, moi, pour m'adresser aux professionnels qui sont à l'écoute. Chez Auria, on a une mission, on a une double mission, si on veut. On veut évidemment créer des espaces pour les familles en affaires, mais aussi créer des espaces d'apprentissage pour les professionnels. Monsieur Hébert et Catherine l'ont mentionné, il y a peu de personnes au Québec, mais il y en a de plus en plus. Et nous, on est vraiment préoccupés, Jessica et moi, de former et de perfectionner en fait les professionnels de plus en plus vers la gouvernance familiale. Alors, on offre un parcours qui est l'art d'orchestrer les affaires familiales qui se met en branle le 28 septembre prochain. Donc, on offre un rabais de dernière minute aux professionnels qui nous écoutent si vous avez pensé vous y inscrire puis vous n'étiez pas tout à fait décidé. Bien là, c'est le moment. Donc, jusqu'au 17 septembre, là, allez sur notre site web et puis inscrivez-vous, puis vous allez obtenir 10 % de rabais. Fait qu'on se dit que peut-être ça va être le dernier incitatif à vous convaincre de nous accompagner dans ce parcours-là pour vous aider à être un meilleur chef d'orchestre, un meilleur facilitateur ou facilitatrice auprès de belles familles comme les Gendron et les Hébert. Donc, voilà pour le message corporatif. Alors, bien, écoutez, il est 9h56. Ce que je souhaite faire en tout dernier lieu, c'est de vous remercier d'avoir participé, d'avoir été présent, les personnes à l'autre bout de l'écran et des Internets. À vous remercier, Catherine Bocage, Catherine Gendron, M. Hébert, vraiment. La majorité de la connaissance et de l'apprentissage, ça vient de témoignages. Fait que il n'y a rien comme des personnes qui le vivent pour nous en parler, pour en témoigner, pour nous faire, nous faire prendre action puis nous interpeller par rapport à leur vécu. Donc, ça a été un plaisir et de se préparer ensemble puis, et de le vivre ce matin ensemble. Fait que j'espère que vous avez eu, vous aussi, beaucoup de plaisir à le faire avec moi. Puis, avant de nous quitter, je vais poser une question et je vais me taire pendant 1 minute. Je vais demander aux gens derrière les écrans de répondre à cette question-là, mais d'attendre mon signal avant de peser sur Enter. Ça s'appelle en anglais un chat fall. Puis là, je cherche le mot français. J'ai trouvé ce matin dans la douche une chute de clavardage. Mais en tout cas, bref. Donc, répondez à ma question. Attendez mon signal pour y répondre. Puis là, on va voir toutes les réponses apparaître. Puis il n'y a personne qui va s'être contaminé par les réponses de l'autre. Donc, c'est quoi votre réflexion issue du webinaire? Qu'est-ce que ça vous inspire pour la suite des choses au sein de votre famille ou au sein de votre pratique professionnelle? Donc, 9h57, je vous laisse 1 minute pour écrire. À 8h58, je donne le go. Alors, les personnes qui ont écrit des réponses dans le chat, pesez sur Enter. Et Mélissa, si tu peux nous en partager quelques-unes, ça sera notre intégration de ce webinaire-là avant que les gens... Ça déboule, là, mon Dieu! Ça déboule, là! Je suis quasiment étourdie. C'est cool, hein? Le partage d'expérience peut faciliter le déclenchement d'une intention. Cela m'inspire à devenir encore plus inclusive avec autant de ma famille globale que les membres de ma famille dans l'entreprise. Moi, j'ai inscrit bien s'entourer pour mieux avancer. Comme professionnel, toujours connecté aux besoins de la famille en affaires. De quoi avez-vous besoin? Que voulez-vous? Très bonne introduction pour installer la nécessité d'un conseil de famille. Ce webinaire me réconforte, me rassure et me stimule à le mettre en place.
Ben, écoutez, merci. Si on peut avoir créé une étincelle, vous avoir donné l'idée, le goût de faire un pas de plus, ben, on aura réussi notre objectif. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis, bonne fin de journée et bon week-end surtout. Merci pour tout. Bye bye. Merci à tous. Merci.